je voudrais partager avec vous un certain nombre de réflexions sur les conditions de la transition énergétique vers la neutralité carbone, et en prenant le cas du secteur électrique comme cas d'application. Et ces réflexions, en fait, je les ai faites assez récemment, après avoir écrit un article l'an dernier sur l'ensemble du processus de négociation que m'avait demandé la Revue de l'énergie. Et après l'écriture de cet article, je me suis posé un certain nombre de questions, dont certaines d'ailleurs, je les avais posées à la fin de l'article. Et en particulier, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce processus a été si résilient, malgré toutes les difficultés qui ont prévalu sur le chemin de l'accord de Paris. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un certain nombre d'échecs, un certain nombre de difficultés, on est passé quelquefois à côté de la catastrophe, et pourtant le processus s'est toujours relevé. Et en fait, je me suis aperçu que derrière cette négociation sur l'environnement et sur le climat, en fait, il y a une négociation sous-jacente qui ne dit jamais son nom, quasiment. C'est une négociation sur l'énergie. Slide suivant, s'il vous plaît. En fait, je me suis souvenu qu'il y a... Non, le précédent, s'il vous plaît. Je me suis souvenu que au tout début, quand j'ai commencé à participer à ce processus, j'ai eu la chance de rencontrer les principaux négociateurs de la Convention, et dont l'un d'ailleurs, je l'avais rencontré à l'époque de la Convention, même si je ne suis pas allé à Rio, c'était Jean Ripert, qui était le négociateur français pour la Convention, et qui a même été le président du comité de négociation qui a mené à Rio. Et j'avais eu la chance de le rencontrer à l'époque, d'avoir plusieurs entretiens avec lui, et j'ai rencontré ensuite les 4 autres négociateurs qui ont été clés dans ce processus, et l'un d'eux m'avait dit, quand j'ai eu à parler de cette négociation au président de mon pays, je lui ai dit « It's all about energy ». Et donc, il faut s'y intéresser. Et donc, en fait, cette négociation sur l'énergie, elle ne dit jamais son nom, mais si vous passez au slide suivant, s'il vous plaît. Il a du mal à venir. Voilà. En fait, le changement climatique, c'est le problème qui a été identifié depuis longtemps, mais la réponse, c'est l'énergie, l'économie et le commerce. Alors bien sûr, il y a l'agriculture, il y a la forêt, il y a énormément de secteurs qui sont mobilisés dans le changement climatique, mais au départ, quand on regarde la question énergétique, elle est responsable à peu près à 80%. Et donc il y a 2 grilles de lecture. Une première grille de lecture, ce sont les émissions. Et on voit qu'avec 15 pays, là c'est des chiffres de 2010, mais avec 15 pays, on a mobilisé quasiment une grande partie des émissions mondiales. Mais il y a une autre grille de lecture, c'est de regarder quels sont les pays qui produisent des énergies fossiles et qui les vendent dans le monde. Et ça, si on prenait cette grille de lecture et qu'on essaie de négocier directement un tel accord, ça serait extrêmement compliqué. Et donc, grâce au climat, on arrive à avoir une négociation, une discussion sur les problèmes énergétiques, même si elle est très difficile, et c'est une des raisons pour lesquelles le processus est si résilient et que tous les pays envoient en fait du lourd dans ces négociations parce qu'il s'agit de discuter de l'énergie. L'énergie, c'est un vecteur de développement important, c'est un vecteur stratégique pour les pays, il y va de la souveraineté nationale, et donc c'est extrêmement important. Et donc, grâce au climat, on arrive à discuter de ce sujet. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'électricité, là-dedans, bon, là j'ai mis un des chiffres très récents qui ont été publiés par Bloomberg cet été, qui regarde une prospective de l'électricité, de la production d'électricité en 2050. Aujourd'hui, les sources AIE vous montrent qu'on produit 26 818 TWh dans le monde en 2020. En 2050, dans les 3 scénarios que Bloomberg a exhibés, mais on trouverait des choses analogues dans les chiffres de l'AIE, vous voyez qu'on va tripler, quadrupler, ou même quintupler la production d'électricité. Parce que maintenant, il est bien reconnu que dans tous les scénarios, l'électricité va être un vecteur essentiel pour décarboner l'économie. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas du tout très acceptées il y a une vingtaine d'années quand on a parlé dans le protocole de Kyoto. Slide suivant, s'il vous plaît. Quand on parlait à Kyoto,
ce que je peux vous dire, puisque j'ai vécu cette période, c'est que l'électricité, c'était vraiment le diable. C'était le secteur à abattre, parce que c'était le secteur qui était relié au charbon, et donc il ne fallait pas en parler. Et d'ailleurs, l'AIE avait fait un certain nombre de tables rondes, de consultations, et avait écrit des rapports sur le pétrole, sur le gaz, sur le charbon, mais pas sur l'électricité. Et donc le secteur électrique international, qui était déjà très concerné par ces questions, parce qu'il savait qu'il serait un jour contraint, on a organisé, avec les USA, le Japon et l'Europe, un workshop à l'AIE. On a demandé à l'AIE de nous aider à l'organiser pour parler des technologies électriques et pour parler des applications de l'électricité. Donc ça a été quelque chose d'un peu innovant, parce que personne ne voulait en parler à l'époque, mais on a parlé de ce sujet avec des CEO présents à Kyoto dans le premier side event de la conférence de Kyoto. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Le secteur électrique en Europe, donc là c'est un exemple européen, il y a 10 ans, a fait une roadmap pour essayer de se positionner par rapport à l'année 2050, parce qu'on parlait déjà de 2050, et on a regardé en Europe collectivement, avec l'ensemble des entreprises au sein d'Heure Électrique, comment on pourrait atteindre de fortes réductions. Donc à l'époque, on parlait de moins 75% de réduction d'émissions en 2050, et on a réalisé un scénario avec les outils économiques de la Commission. Donc vous voyez sur cette planche, le scénario vert, c'est la base de référence, c'est-à-dire ce qu'on considérait comme étant le business as usual avec les politiques existantes à l'époque. Et puis, le scénario de contrainte qu'on avait choisi et qui nous permettait d'exhiber un scénario qui était, selon nous, assez réaliste sur le plan économique. Les prix du carbone qui étaient associés étaient entre 40 et 50 euros la tonne à partir de 2020-2030. Et donc, on pensait que ce scénario pouvait être une référence pour la décarbonation du secteur électrique, au point que, slide suivant s'il vous plaît, les CEO de l'ensemble des entreprises s'étaient engagés à être même neutres en carbone en 2050 à l'époque. C'était un peu hardi, c'est certain, puisqu'on arrivait quand même à peu près une centaine de millions de tonnes sur le secteur électrique. Avec notre scénario, c'était le résidu des centrales au gaz qui fonctionnaient encore pour assurer l'intermittence des renouvelables. Et les CEO avaient dit, bon, on peut être neutre en carbone en 2050. Et à l'époque, la vision, c'était il faudra des offsets sûrement pour y arriver. Bon, c'était un peu hardi, mais on parlait déjà de neutralité dans le secteur électrique. Aujourd'hui, alors on va skipper, s'il vous plaît, le slide suivant, qui était juste un rappel du scénario. Je voudrais le slide qui est juste après, s'il vous plaît. Donc, je vous montre ici qu'est-ce que fait le secteur électrique aujourd'hui, en 2020. Quelles sont ces émissions, quelles sont les réductions qui ont été faites depuis 2005, depuis l'avènement de l'EU ETS en fait, et vous voyez qu'on arrive à peu près à 225 grammes par kilowattheure en 2020, qui est effectivement positionné sur la courbe de contrainte qu'on avait choisie. Donc le secteur électrique, pour l'instant, est sur la roadmap qu'il avait prédit en 2010, 2009-2010, mais il est certain que pour atteindre la neutralité carbone, il va falloir faire beaucoup plus que ce qui était prévu. Parce qu'il faudra déjà éliminer ces 100 millions de tonnes sur les centrales au gaz qui étaient prévues dans notre scénario, et il faudra le faire probablement avec des technologies de capture, très certainement, pour pouvoir déjà aller à zéro émission beaucoup plus tôt et atteindre la neutralité carbone ensuite. Donc le vrai scénario qu'on va vivre dans le Green Deal, dans le package de l'Union européenne et ses suivants, ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait prévu. Donc, on va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je voudrais montrer quels sont les défis pour le secteur électrique, que ce soit le secteur électrique européen ou tous les secteurs électriques, quels qu'ils soient dans n'importe quel pays. C'est un secteur très particulier. On ne peut pas réellement parler d'engagement du secteur électrique international. Par contre, on peut parler des secteurs électriques nationaux, et ils ont beaucoup de ressemblances et beaucoup de dissemblances.
Hein. Donc il y a un grand nombre d'acteurs, des différences géographiques extrêmement grandes, hein. Les disparités sur le contenu en CO2 du kilowattheure est très différente d'un pays à l'autre, des perspectives sectorielles différentes, compétition au sein des régions très souvent, mais il y a aussi de nouvelles opportunités et c'est un vecteur important de développement. Et ça, les compagnies électriques l'ont bien compris et sont maintenant dans un mode très très différent de ce qu'elles disaient il y a une vingtaine d'années. Mais du côté des États, il faut voir que la plupart des entreprises de production d'électricité, ce qu'on appelle les utilities dans le jargon, en général, ce sont des entreprises qui sont privées jusqu'à un certain point, et donc les États, quelquefois, ont une participation plus ou moins grande suivant les pays, mais les États, eux, ont des perspectives différentes, des régions, des géographies différentes, des politiques énergétiques nationales qui ne sont pas les mêmes, et il y a des actions de régulation qui sont toujours nécessaires. Le secteur électrique, même si on a affaire à des entreprises privées, est extrêmement régulé pour des tas d'autres problèmes, et donc il est très facile de contraindre le secteur électrique. Et donc l'électricité est toujours en première ligne dans les stratégies nationales de réduction d'émissions. Mais il y a des possibilités de fonctionner, puisque quand même les secteurs électriques, en tout cas dans les pays de l'OCDE, commencent à réduire leurs émissions de manière significative. Mais il y a un autre enjeu pour le secteur électrique, c'est de faire en sorte que toutes les technologies puissent émerger partout. Hein. Et donc il faut de l'investissement, de l'innovation, et quand vous voyez la production qu'il va falloir faire pour décarboner les économies, il va falloir beaucoup plus produire, donc beaucoup plus investir. Donc il y a vraiment un effort énorme à faire dans le secteur électrique qui doit d'abord décarboner à fond et ensuite développer la production. Et développer cette production, ce sera plus ou moins facile suivant les pays. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc les enjeux, ils sont répétés un tout petit peu ici. Il y a des enjeux technologiques. D'abord, quel est le cadre de long terme, le cadre carbone, hein? Est-ce qu'on arrivera à donner une visibilité au secteur, parce que c'est un secteur qui est très capitalistique, donc il faut avoir une visibilité très forte pour pouvoir investir et investir dans des choses qui seront rentables. Pourra-t-on relier dans certains cas les marchés du carbone, à quelles conditions? Quelles vont être les politiques publiques dans les grands pays? Puis ensuite, vous avez de la technicité, hein, le centralisé versus décentralisé, la maturité des technologies, quels sont les instruments économiques appropriés pour justement faire mûrir ces technologies de manière à ce qu'elles deviennent opérationnelles. Hein, et ce qui est en jeu là-dedans, c'est dans chaque pays, c'est l'économie de chaque manière de produire de l'électricité et l'articulation du mix. Et bien sûr, il y a les technologies elles-mêmes, il y a des choix différents suivant les différents pays, le nucléaire, les énergies renouvelables, le stockage, gérer l'intermittence, la sécurité des réseaux, la capture du carbone, son éventuelle utilisation. Donc il y a un champ qui est ouvert ici, en dehors de toutes les technologies que l'on connaît, qui sont connues et qui sont implémentées aujourd'hui, tout au moins dans les pays de l'OCDE, il y a énormément à la fois de R&D, d'industrialisation à faire. Et puis bien sûr, le problème de l'acceptabilité des politiques climatiques par le public. Et j'en viens à 2 ou 3 points qui sont très importants et qui m'ont fait me convaincre moi-même que si on voulait décarboner le secteur électrique jusqu'à la neutralité carbone et qui joue le rôle effectivement de décarbonation de l'économie tel qu'on le voit aujourd'hui dans les outils de prospective, eh ben, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses et faire en sorte que l'accord de Paris puisse s'appliquer de manière plus efficace. Hein, parce que là, on peut faire des investissements massifs dans un secteur électrique, on peut le faire en Europe. Si on fait le Green Deal tout seul, les prix de l'énergie et le prix de l'électricité vont augmenter, c'est sûr. Hein. Vous avez qu'à voir déjà ce qui se passe avec un prix du carbone de 60 €, il y en a à peu près 30 qui passent dans le prix de l'électricité, et donc ça peut être un déclencheur d'investissement de l'industrie ailleurs qu'en Europe. Donc ça, il faut y faire très attention. Et donc, c'est ça qui me fait dire que les questions de protection aux frontières, elles vont se discuter, certes, à WTO, enfin à l'OMC,
Mais elles vont se discuter aussi chaque fois qu'on va rentrer au sein de la Convention changement climatique et de l'accord de Paris, parce que ce sont des questions qui vont être extrêmement débattues dans ces cercles-là. Donc l'autre point, c'est tous les investissements, les cadres financiers, les nouveaux instruments économiques qui vont permettre d'investir hors de l'OCDE. Et aider les pays émergents et en développement à se mettre sur des trajectoires de décarbonation profonde. Il y en a déjà qui ont démarré et qui ont fait appel à des entreprises pour venir investir dans leur pays, mais c'est des choses qui doivent se généraliser de manière à ce que toutes les technologies puissent émerger partout. Je voudrais passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je suis dans les temps, c'est bon. Alors, la recherche du régime climatique, je voudrais très rapidement, si vous pouvez passer le slide à l'animation très très vite, s'il vous plaît. Quand est-ce que l'électricité, l'énergie s'est invitée quand même dans les débats? L'UNFCCC, on en a parlé un peu au tout début, quand le Canada avait demandé à ce qu'on valorise les exportations d'électricité. Donc ça n'a pas duré très très longtemps, parce que justement c'était tellement touchy comme sujet qu'on n'en a plus parlé et on n'en parle plus depuis longtemps. C'est possible que ça se réinvite prochainement. Ensuite, dans le protocole de Kyoto, là on n'a pas parlé d'énergie, simplement dans les débats qui ont préludé au protocole de Kyoto, il y a eu quand même la question des cibles qui a été discutée et de la longueur de ces cibles. L'Europe, si vous vous souvenez, souhaitait à ce qu'on donne un horizon court au protocole de Kyoto. Les États-Unis voulaient un horizon lent. Ils avaient souhaité avoir une cible en 2020 et revenir à la stabilisation des émissions de 90 en 2020. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Quand vous regardez les émissions des États-Unis, c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Mais il y a eu ce débat et qui était lié aussi à la vitesse à laquelle on peut introduire les technologies dans l'économie, dans la production d'électricité en particulier. Et donc, ce débat intellectuel qui a existé entre l'Europe et les États-Unis, finalement, s'est manifesté réellement par une cible courte, Kyoto, et le protocole de Kyoto, il a vécu sa vie, maintenant c'est terminé, on est passé à quelque chose de différent. Alors, je voudrais passer au slide suivant, s'il vous plaît, parce que celui-là, il n'est pas terminé. Maintenant qu'on est passé dans un système de pledge and review, qui était effectivement ce qu'avaient souhaité ces fameux 5 négociateurs que j'ai rencontrés à l'époque. Ils avaient souhaité qu'à côté de la Convention changement climatique, on ait un système de pledge and review, qui n'a pas été possible d'établir en 1992, mais qui est devenu le fondement de l'accord de Paris. Si on passe au slide suivant, vous voyez la petite boîte à gauche. Non, c'est pas grave. C'est le cycle de 5 ans qui est le cœur, c'est le moteur de l'accord de Paris. Le moteur de l'accord de Paris, c'est réviser les NDC tous les 5 ans et les adopter collectivement. C'est le processus le plus important pour faire fonctionner l'accord de Paris. Bon. Le slide suivant, s'il vous plaît, et encore le suivant, parce que celui-là, je ne vais pas le commenter. Celui-là, on le déroule, l'animation totale, s'il vous plaît. Ça a joué un rôle très important à Copenhague. Et c'est peut-être, d'ailleurs, c'est l'énergie donc qui a sauvé l'accord de Copenhague. Parce que les pays émergents connaissaient ces chiffres-là. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'en 2035, c'est une prospective de l'AIE, ils vous disent qu'en 2035, les pays émergents et en développement auront émis autant de carbone que les pays développés depuis le début de l'ère industrielle. Donc, cette fameuse responsabilité commune mais différenciée qui avait été un des moteurs de la Convention changement climatique, c'est quelque chose qu'on va perdre en 2035. Certes, on n'aura pas peut-être le même niveau de développement, mais en tout cas au niveau de la responsabilité en émissions, les pays émergents, effectivement, ont compris qu'à Copenhague, il fallait sauver quelque chose, parce que sinon, on le leur reprocherait un jour. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Copenhague a été sauvé par les pays émergents et les États-Unis. On a écrit un accord de Copenhague à toute vitesse, de manière à avoir une roadmap pour la suite. Et donc, c'est grâce à l'énergie, c'est grâce
finalement ce rebond des pays émergents qui ont compris quels étaient les enjeux du futur. Donc l'énergie s'est réinstallée ici. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, je vais aller sur les 2 derniers slides de ma présentation. Donc, un des piliers de l'accord de Paris, à plusieurs endroits, c'est la coopération. La coopération est nécessaire et l'accord de Paris induit peut-être des coopérations qui n'ont jamais existé encore, mais il va falloir les mettre en œuvre. L'AIE avait estimé il y a une dizaine d'années que 70% des réductions nécessaires pour respecter les engagements climatiques dans le secteur de l'énergie pourraient être effectuées avec des technologies matures et existantes. D'accord ? Le deuxième fait, c'est que 80% des transferts de technologies sont effectivement effectués par le secteur privé. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens au sein de l'accord de Paris, peut-être, ou ailleurs, de manière à ce que toutes les technologies existantes puissent être installées partout où c'est possible. Parce que elles existent, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas rentables dans certains pays. Elles ne sont pas rentables pour différentes raisons, à cause de cadres politiques, de cadres institutionnels, et de cadres financiers, ou de non-rentabilité de ces technologies, et donc les entreprises ne vont pas investir dans ces pays. Donc il va falloir réfléchir sérieusement à ça, de manière à ce qu'on puisse au moins utiliser ce potentiel avant d'aller sur les 30% restants qui seront des technologies plus innovantes. Mais il va falloir surmonter ces difficultés et probablement faire appel à des garanties des États de manière à ce que le secteur privé puisse apporter non seulement les technologies, mais c'est surtout le capacity building, c'est le renforcement des capacités des pays pour pouvoir les utiliser au maximum. Et on a eu, quand j'étais à EDF, on a eu des expériences avec des grandes entreprises de pays en développement qui, à un moment donné, avaient perdu leur capacité de faire fonctionner des centrales, et il a fallu les aider à reconstruire cette capacité avec de la formation. Le dernier slide, s'il vous plaît, puis je crois que je vais arriver à la fin. Donc, la transition énergétique, au niveau d'ambition souhaitée, ne sera vraiment effective, à mon avis, que si on est capable de mettre en application l'accord de Paris, et donc passer de la phase que j'appelle de négociation à une phase de performation. Il y a des sociologues qui sont en train d'étudier ça, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe au sein de l'accord de Paris aujourd'hui. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a un certain nombre de secteurs qui commencent à performer, qui commencent à faire des choses. Mais il va falloir que l'ensemble soit relayé au niveau de l'UNFCCC, qui doit, lui, avoir un rôle sur l'établissement de la transparence, parce que si on veut que tous les mécanismes économiques fonctionnent, il va falloir une transparence vraiment que l'on n'a pas encore sur l'ensemble des inventaires d'émissions de tous les pays, et surtout organiser ce cycle de 5 ans de révision des NDC. Ça, c'est vraiment, c'est le cœur de l'accord de Paris, parce que c'est une adoption collective, et une fois qu'on a adopté collectivement, on peut y aller pour 5 ans, et puis réviser au bout de 5 ans ce qui se passe. Mais ça, je veux dire, c'est pas implémenté encore. Et là, on parle beaucoup à Glasgow de révision des NDC plus ambitieuse, ok, c'est très bien, mais ce qui était dû à Glasgow l'an dernier, c'était pas une révision du NDC, c'était les stratégies 2050. Les vraies révisions de NDC, ça sera un tout petit peu plus tard, c'est dans 2 ans, selon les textes de l'accord de Paris. Donc, en gros, si je simplifie le fonctionnement de l'économie, vous avez 4 grands piliers. L'industrie est maintenant prête. Quand je dis prête, c'est-à-dire qu'elle a assimilé le fait qu'il fallait décarboner, qu'il fallait fortement s'engager, et donc développe un certain nombre de capacités pour avoir des stratégies qui sont compatibles avec 2050, avec la neutralité, et on n'a plus les oppositions d'il y a 20 ans. Pour vous donner simplement un exemple concret, vous prenez une entreprise comme Southern aux États-Unis, qui est une des deux grosses entreprises de production d'électricité dans le sud, qui était une entreprise qui ne produisait qu'avec du charbon. Et il y a 20 ans, ils étaient hostiles au protocole de Kyoto. Ils ne voulaient pas de cap, c'était clair. Et ils militaient contre le protocole de Kyoto.
j'ai entendu le directeur de la stratégie de cette entreprise il y a quelques années dans une réunion dire notre stratégie maintenant c'est solaire et nucléaire. Hein, et donc ils sont complètement engagés dans la décarbonation totale de leur mix. Donc c'est extrêmement intéressant de voir le changement de portage du secteur électrique dans le monde. Ensuite, vous avez les milieux financiers qui sont pas mal préparés quand même hein, à cette nouvelle ère. La société civile est de plus en plus concernée, ça on le voit très bien. Les États avancent, hein, mais l'acceptabilité des politiques publiques n'est pas immédiate et facile. Et donc, il faut que l'ensemble de ces piliers puisse avancer, que les États puissent mettre en place les régulations qui vont permettre la rentabilité de ces nouvelles technologies. Tout ça, c'est un grand défi, mais il faut que ce soit accompagné par un mouvement international qui puisse valider un certain nombre de choses. Bon, on pourrait imaginer hein, que les actions dans les secteurs électriques que j'ai indiqués relèvent plutôt de politiques purement nationales. Hein. Mais le niveau d'ambition ultime de l'accord de Paris ne sera atteint dans le secteur de l'électricité que si on trouve de nouveaux modes coopératifs entre les États qui permettront de donner de la visibilité hein, sur ce qu'il faut faire dans son pays, dans sa région, mais aussi à l'extérieur, et des garanties, en particulier des garanties de prêt, parce que dans certains cas, on ne peut pas investir dans certains pays parce qu'on n'obtiendra pas la rentabilité. Donc le GIEC nous dit qu'il nous reste 12 ans pour atteindre l'objectif de 1,5. Derrière cette assertion, c'est vrai, ils ont fait des scénarios, mais le scénario qui permet de faire ça mobilise en fait des transferts financiers massifs vers les pays émergents et les pays en développement. Hein, et il faut se poser la question de sa mise en œuvre réelle. Hein. Est-ce que ces scénarios, c'est en fait des scénarios d'égalisation totale des coûts marginaux qui permettraient d'avoir une rente carbone qui va alimenter les pays en développement. Donc jusqu'à quel point on peut le faire, il faut sûrement tendre vers ça, mais c'est des questions économiques très importantes. Et donc de toute façon, l'adaptation sera nécessaire et il faut s'y préparer et aider les pays les moins riches. Et en particulier, le secteur électrique a beaucoup de choses à apporter. Le secteur électrique s'est beaucoup mobilisé sur l'adaptation depuis 10 ans. Et même, il y a eu un partage d'expérience au sein du secteur électrique international qui permettra d'aider les pays parce qu'on aura effectivement énormément de contraintes dues au climat qui vont se manifester sur le secteur électrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Yves.